La photographe a été expulsée d'un mariage pour une erreur dans les photos. Mais le millionnaire a vu l'ancienne photo pliée qui est tombée de sa poche, avec écrit au dos « Papa, je t'aime ». C'était une photo de lui avec sa fille à l'âge de 4 ans, avant qu'elle ne disparaisse il y a 21 ans. Camille Dupuis ajusta nerveusement l'objectif de son appareil photo, ses mains tremblant légèrement dans l'air frais de ce samedi matin lyonnais. À 25 ans, elle a l'habitude de la précarité, mais aujourd'hui représente sa dernière chance. Le contrat pour photographier ce mariage de la haute société française pourrait sauver son petit studio de la faillite qui la menace depuis des mois. Le château de Bron s'élève majestueusement devant elle, ses tours gothiques se détachant contre le ciel gris de novembre. Des invités en tenue de grands couturiers défilent sous ses yeux, leurs bijoux scintillant sous les premiers rayons du soleil. Camille se sent comme une intruse dans ce monde de luxe et d'ostentation. « Mademoiselle Dupuis », la voix glaciale de Madame Leclerc, l'organisatrice de l'événement, l'a fait sursauter. « J'espère que vous êtes prête, la famille Moncler ne tolère aucune erreur. »« Bien sûr, madame, tout est parfaitement organisé. » Camille vérifie une dernière fois son matériel, ses appareils photo professionnels, bien qu'anciens, sont impeccables. Elle a passé la nuit à nettoyer chaque objectif, à vérifier chaque réglage. Cette opportunité lui est tombée du ciel, quand le photographe principal est tombé malade à la dernière minute. La cérémonie commence dans la chapelle privée du château. Camille se positionne discrètement. Capturant l'émotion pure dans les regards des mariés, tout se déroule parfaitement jusqu'au moment crucial de l'échange des alliances. C'est alors que le cauchemar commence. Dans sa concentration intense, Camille oublie de vérifier les réglages de son appareil principal, l'exposition automatique, perturbée par un rayon de soleil soudain traversant les vitraux, surexpose dramatiquement les photos les plus importantes de la cérémonie. Elle ne s'en aperçoit qu'en vérifiant l'écran LCD quelques minutes plus tard. Son cœur s'arrête. Les visages des mariés sont noyés dans une lumière blanche aveuglante. Les expressions, les émotions, tout est perdu dans cette clarté destructrice. « Mon Dieu, non, non, non !» murmure-t-elle, ses doigts pianotant frénétiquement sur les boutons de l'appareil. Madame Leclerc, remarquant son agitation, s'approche avec l'air d'un prédateur sentant une proie blessée. « Un problème, mademoiselle Dupuis. Il y a eu un petit incident technique, mais j'ai d'autres angles, d'autres. Montrez-moi. » Les mains de Camille tremblent en faisant défiler les images sur l'écran. Le désastre est total. Les photos de l'échange des alliances, moment le plus sacré de toute la cérémonie, sont irrécupérables. Le visage de Madame Leclerc se transforme en masque de rage froide. Sans un mot, elle s'empare du microphone de l'officiant. « Mesdames et messieurs, je dois vous informer que notre photographe a commis une erreur technique majeure. Les moments les plus précieux de cette cérémonie ont été détruits par son incompétence. » Un murmure scandalisé parcourt l'assemblée. Camille sent tous les regards se tourner vers elle, lourds de mépris et d'indignation. Les invités, habitués à la perfection dans leur monde privilégié, la dévisagent comme si elle venait de commettre un sacrilège. « Sortez immédiatement !» hurle Madame Leclerc, pointant un doigt accusateur vers la sortie. « Vous ne toucherez pas un centime, et je m'assurerai que vous ne travaillez plus jamais dans cette ville. » Les larmes aux yeux, Camille rassemble précipitamment son matériel. Ses gestes sont saccadés, maladroits sous le poids de l'humiliation. Appareil photo, objectif, trépied s'entasse dans ses sacs avec un bruit métallique qui résonne comme un glas dans le silence hostile de la chapelle. Elle fuit en courant, ses talons claquant sur le marbre du château, poursuivie par les chuchotements méprisants des invités. Quelle honte! Comment peut-on confier un événement si important à une amateur? Ces jeunes photographes ne savent plus travailler. Dehors, l'air froid de Lyon la gifle violemment. Ses poumons se contractent dans un sanglot étouffé. Tout son avenir professionnel vient de s'écrouler en quelques minutes. Son studio, ses rêves, sa passion pour la photographie, tout disparaît dans cette humiliation publique. Dans sa fuite éperdue, elle ne fait pas attention aux marches de marbre qui descendent vers le parking du château. Son pied droit glisse sur une feuille morte humide. L'équilibre rompu, elle dévale les escaliers, ses sacs s'ouvrant dans sa chute, répandant son matériel précieux sur les marches froides, objectif qui roule, flash qui s'éparpille, et surtout, sa vieille mallette en cuir qui s'ouvre en grand, laissant s'échapper tous ses documents personnels, parmi les papiers qui voltigent dans le vent automnal. Une photographie jaunie par le temps se détache de son portefeuille et atterrit au pied d'un homme élégant qui observait la scène depuis le perron de l'hôtel adjacent. Joachim Béraud,
52 ans, propriétaire de la chaîne d'hôtels de luxe, les Demeures Béraud, revenait justement de sa promenade matinale quand il a assisté à cette humiliation. Quelque chose dans la détresse de cette jeune femme l'a ému, lui rappelant douloureusement sa propre vulnérabilité face au coup du sort. Il s'approche pour l'aider à ramasser ses affaires, mais ses yeux tombent sur la photographie. Son cœur s'arrête brutalement. L'image en noir et blanc montre un homme d'une trentaine d'années, tenant dans ses bras une fillette de 4 ans environ. Tous deux sourient à l'objectif avec cette complicité évidente entre un père et sa fille. Au dos de la photo, une écriture enfantine maladroite. « Papa, je t'aime ». Joachim reconnaît immédiatement le visage de l'homme. C'est le sien, 21 ans plus tôt. Et la petite fille, mon Dieu, cette petite fille, c'est Pauline, sa Pauline disparue. Ses mains tremblent en tenant la photographie. Comment est-ce possible? Après toutes ces années de recherches infructueuses, de faux espoirs, de pistes qui ne menaient nulle part, il lève les yeux vers la jeune femme qui ramasse péniblement ses affaires. Et c'est alors qu'il la voit vraiment pour la première fois. Les cheveux châtains aux reflets dorés, exactement comme ceux d'Irène. Ses yeux verts si particuliers, cette fossette au menton, même la façon dont elle penche la tête quand elle se concentre. Mon Dieu, souffle-t-il, la photographie tremblant entre ses doigts. Camille lève la tête, ses joues encore humides de larmes. Elle aperçoit cet homme distingué, vêtu d'un costume impeccable, qui tient sa photographie la plus précieuse avec une expression d'absolue stupéfaction. « Excusez-moi, monsieur, cette photo, elle m'appartient. » Joachim cligne des yeux, comme s'il émergeait d'un rêve ou d'un cauchemar. Il lui tend la photographie, mais ses yeux ne quittent pas le visage de la jeune femme. « Pardonnez-moi, vous vous êtes fait mal dans votre chute. » Sa voix est étrangement rauque, comme s'il n'arrivait plus à contrôler ses cordes vocales. Camille secoue la tête, récupérant précautionneusement sa photographie, qu'elle glisse immédiatement dans sa poche intérieure. « Non, ça va. Merci de m'avoir aidée. » Elle termine de rassembler ses affaires, évitant soigneusement de croiser le regard insistant de cet inconnu. Il y a quelque chose d'étrange dans sa façon de l'observer, comme s'il la reconnaissait. Joachim reste planté là, paralysé par l'émotion. 21 ans qu'il attend ce moment. 21 ans qu'il scrute chaque visage dans la foule, espérant retrouver sa fille, et voilà qu'elle est là, devant lui, tenant la preuve de leur lien dans sa poche. Mais comment lui annoncer? Comment lui expliquer? Elle ne se souvient manifestement de rien. Il la regarde s'éloigner vers sa vieille Citroën garée plus loin. Et une seule certitude s'impose à lui. Il ne peut pas la laisser repartir. Pas maintenant. Plus jamais. Joachim reste immobile sur les marches du château, regardant la vieille Citroën de Camille disparaître au bout de l'allée. Ses mains tremblent encore. Dans sa poche, il sent le poids de son téléphone. Mais il n'arrive pas à bouger. Comment expliquer à quiconque ce qui vient de se passer? Comment dire qu'après 21 ans de recherche désespérée, sa fille pourrait être là, devant lui? Il ferme les yeux et se laisse emporter par les souvenirs qui déferlent. Lyon, printemps 2004. Papa, regarde, je monte toute seule sur le toboggan. Pauline, 4 ans, ses boucles châtaines brillant sous le soleil du parc de la Tête d'Or. Joachim, alors âgé de 31 ans, était un entrepreneur ambitieux mais attentionné. Son entreprise hôtelière commençait à prospérer, mais rien ne comptait plus que ces moments passés en famille. Irène, sa femme, peignait sur son chevalet installé près du lac. Ses toiles capturaient la lumière avec une sensibilité qui avait séduit Joachim dès leur première rencontre à l'école des Beaux-Arts. Elle était enceinte de 6 mois de leur 2e enfant, rayonnante dans sa robe d'été bleue. « Joachim, surveille-la bien », avait-elle crié en riant, un pinceau entre les dents. « T'inquiète pas, mon amour, notre petite acrobate ne risque rien. » Pauline était une enfant espiègle, curieuse de tout. Elle parlait déjà parfaitement, posait 1000 questions sur le monde qui l'entourait. « Papa, pourquoi les canards ont des pattes oranges? Papa, comment les fleurs savent qu'elles doivent pousser? » Ce dimanche-là, Joachim avait répondu à un appel professionnel urgent. Juste 2 minutes, 3 tout au plus. Un problème dans son hôtel de Marseille nécessitait son attention immédiate. Il avait tourné le dos au playground, tout en gardant un œil sur Pauline. Quand il avait raccroché, elle avait disparu. Pauline, panique immédiate, course folle autour de l'aire de jeu, Irène abandonnant sa toile.
ses pinceaux s'éparpillant sur l'herbe, d'autres parents se joignant spontanément aux recherches. Elle était là il y a une seconde. Les minutes s'étiraient comme des heures, puis les heures comme des jours, la police, les chiens, les hélicoptères, toute la ville mobilisée, l'alerte enlèvement diffusée sur toutes les chaînes. Rien. Pauline s'était volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. Retour au présent. Joachim rouvre les yeux, le visage baigné de larmes qu'il ne sent même pas couler. 21 ans plus tard, la douleur reste aussi vive qu'au premier jour. Les mois qui avaient suivi la disparition avaient été un cauchemar éveillé. Irène sombrait dans une dépression profonde. Refusant de manger, de dormir, de parler, elle avait perdu le bébé qu'elle portait 3 semaines après la disparition de Pauline. Le choc émotionnel avait été trop violent. « C'est ma faute », répétait-elle sans cesse. « J'aurais dû la surveiller mieux. J'aurais dû… » Joachim tentait de la consoler. Mais comment réconforter quelqu'un quand on se sent soi-même responsable ? S'il n'avait pas répondu à ce maudit téléphone. 2 ans plus tard, Irène était morte dans un accident de voiture sur l'autoroute A6. Officiellement, elle avait perdu le contrôle de son véhicule par temps de pluie. Officieusement, tous ceux qui la connaissaient savaient qu'elle n'avait plus la force de vivre. Joachim s'était retrouvé seul, hanté par la culpabilité et le chagrin. Il avait continué à chercher Pauline avec l'énergie du désespoir, engageant les meilleurs détectives privés, suivant chaque piste, même les plus farfelues. 5 ans après la disparition, il avait rencontré Caroline Bresson lors d'un congrès d'hôtellerie à Paris. Brillante avocate spécialisée en droit international, elle avait su l'aider à reconstruire sa vie professionnelle. Leur mariage, 3 ans plus tard, avait été davantage un arrangement de convenance qu'une histoire d'amour passionné. Caroline lui avait donné Adrien, aujourd'hui âgé de 15 ans, un adolescent intelligent mais introverti, qui semblait porter le poids de remplacer la sœur disparue qu'il n'avait jamais connue. Joachim savait qu'il n'avait jamais aimé Caroline comme il avait aimé Irène. Comment aimer pleinement quand une partie de son cœur reste prisonnière d'un passé non résolu, dans la mansion familiale, quartier de la Croix-Rousse. « Tu rentres bien tard, chérie. » Caroline lève les yeux de son dossier juridique quand Joachim franchit le seuil du salon. Même un samedi soir, elle travaille, impeccable dans son tailleur noir. J'ai assisté au mariage des Montclair, obligation professionnelle. Il évite soigneusement de mentionner l'incident avec la photographe. Pas encore. Il a besoin de temps pour analyser ce qui s'est passé, pour comprendre si ses yeux l'ont trompé, ou si le miracle qui l'attend depuis 21 ans vient enfin de se produire. Caroline l'observe avec cette perspicacité d'avocate qui a fait sa réputation. « Tu as l'air bizarre. Quelque chose ne va pas. »« Non, juste fatiguée. » Mais Caroline Béraud n'a pas construit sa carrière en acceptant les réponses évasives. Elle note le comportement inhabituel de son mari, sa distraction, cette façon qu'il a de regarder dans le vide comme s'il voyait des fantômes. Adrien descend l'escalier, écouteurs vissés sur les oreilles, le regard rivé sur son smartphone. À 15 ans, il ressemble déjà à son père. Même carrure élancée, mêmes yeux bleus, mais avec une mélancolie précoce qui inquiète Joachim. « Bonsoir papa. Bonsoir mon fils. Comment s'est passée ta journée ?» Comme d'habitude, rien d'exceptionnel. Adrien file vers la cuisine, laissant ses parents seuls. Joachim observe son fils avec une pointe de culpabilité. Il a toujours eu l'impression de ne pas être pleinement présent pour lui. Une partie de son attention restant perpétuellement tournée vers Pauline. Le lendemain matin, Joachim ne dort pas. Il arpente son bureau depuis l'aube. La carte de visite de Camille Dupuis à la main, il l'a récupérée dans le parking hier, tombée de son sac avec le reste de ses affaires. Studio Lumière, Camille Dupuis. Photographe, spécialisé en événements et portraits. L'adresse indique un quartier modeste de Villeurbanne. Joachim connaît le secteur. Petites entreprises créatives, artistes en galère, rêves qui se battent contre la réalité économique. Il prend sa décision. 20 minutes plus tard, il gare sa Mercedes devant un immeuble des années 70 qui a connu des jours meilleurs. Le studio Lumière occupe un rez-de-chaussée étroit, coincé entre une boulangerie et un pressing. La vitrine expose quelques portraits en noir et blanc d'une qualité remarquable. Joachim reconnaît immédiatement le talent artistique, cette capacité à capturer l'âme des gens à travers l'objectif. Exactement comme Irène savait le faire avec ses pinceaux, il pousse la porte. Une clochette annonce son arrivée. Camille émerge de l'arrière-boutique, les yeux rougis par une nuit blanche. Elle porte un jean délavé et un pullover trop grand, ses cheveux tirés en queue de cheval négligés.
quand elle le reconnaît. Son visage se ferme immédiatement. « Monsieur, Béraud, Joachim Béraud, je possède plusieurs hôtels à Lyon. Qu'est-ce que vous faites ici, si c'est pour vous moquer de ce qui s'est passé hier ? Au contraire. » Joachim s'avance, pesant chaque mot. « Je voudrais vous proposer un travail. » Camille le dévisage avec suspicion. « Un travail, après ce fiasco. Précisément à cause de ce fiasco, vous avez commis une erreur technique, soit. Mais j'ai vu vos autres photos, vous avez un regard unique, une sensibilité rare. Mes hôtels ont besoin d'une photographe officielle pour leur communication. Le mensonge coule naturellement. En réalité, Joachim a déjà une équipe de photographes professionnels, mais il doit garder Camille près de lui, le temps de découvrir la vérité. Je ne comprends pas. Pourquoi moi ? Parce que le talent ne se trouve pas chez ceux qui n'ont jamais échoué, mais chez ceux qui savent se relever. Camille reste silencieuse, partagée entre la méfiance et l'espoir. Ce contrat pourrait sauver son studio, mais quelque chose dans l'attitude de cet homme l'intrigue. Pourquoi la regarde-t-il avec cette intensité troublante ? Quel type de travail exactement ? Photo promotionnelle, événement corporate, portrait de la clientèle VIP, 3 000 € par mois, plus les frais. La somme lui coupe le souffle. C'est 3 fois ce qu'elle gagne habituellement dans ses meilleurs mois. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, prenez votre temps. Joachim lui tend sa carte personnelle. Appelez-moi quand vous aurez décidé. Il sort du studio, le cœur battant. Premier pas franchi. Maintenant, il doit contacter Alphonse Giroux, le meilleur détective privé de Lyon. Il faut qu'il sache tout sur Camille Dupuis, tout sur son passé, son enfance, ses origines. Mais surtout, il faut qu'il découvre si cette jeune femme aux yeux verts est vraiment sa Pauline revenue d'entre les morts. 3 jours plus tard, Camille pousse les portes vitrées du siège social des Demeures Béraud, situé dans le prestigieux quartier de la Part-Dieu. L'immeuble de verre et d'acier s'élève vers le ciel lyonnais comme un symbole de réussite capitaliste. Elle se sent minuscule dans le hall d'accueil aux dimensions cathédraliques. Mademoiselle Dupuis, une assistante impeccablement maquillée, l'accueille avec un sourire professionnel. Monsieur Béraud vous attend dans son bureau, 18e étage. L'ascenseur grimpe silencieusement. Camille observe son reflet dans les parois métalliques, ajustant nerveusement son blazer noir acheté spécialement pour l'occasion. Elle a finalement accepté cette offre inespérée, mais quelque chose continue de la troubler chez Joachim Béraud. Le bureau directoriel occupe tout un angle de l'immeuble, offrant une vue panoramique sur Lyon. Joachim se lève de son fauteuil en cuir, impeccable dans son costume anthracite. « Camille, je suis ravie que vous ayez accepté ma proposition. » Il la détaille discrètement pendant qu'elle s'installe, cette façon qu'elle a de pencher légèrement la tête quand elle réfléchit. Irène faisait exactement le même geste, et ses yeux verts, si semblables à ceux de sa défunte épouse. « Voici votre premier briefing, » dit-il en lui tendant un dossier. « Nous inaugurons un nouvel établissement à Annecy le mois prochain. J'aimerais que vous documentiez l'événement. » Camille parcourt les documents, impressionnée par le luxe des installations. « C'est magnifique. Vous avez bâti un véritable empire. Les affaires m'ont aidé à survivre aux épreuves de la vie. » Il y a une mélancolie soudaine dans sa voix qui intrigue Camille. Elle lève les yeux vers lui et surprend une expression douloureuse qu'il tente aussitôt de masquer. « Pardonnez-moi, je suis parfois nostalgique. L'âge, sans doute. »« Vous n'êtes pas si vieux que ça. » Sourit-elle spontanément. Cette spontanéité, cette chaleur naturelle. Joachim sent son cœur se serrer. Pauline avait cette même générosité instinctive, cette capacité à consoler les adultes même quand elle ne comprenait pas leur tristesse. Dans les bureaux administratifs, Raymonde Célestin, 68 ans, gouvernante de la famille Béraud depuis 25 ans, traverse le hall d'accueil quand elle aperçoit Camille sortant de l'ascenseur. Ses pas se figent instantanément. Mon Dieu, cette silhouette, cette démarche, ce profil. Raymonde sent ses jambes se dérober. Elle s'appuie contre le comptoir d'accueil, le souffle coupé. C'est impossible, après toutes ces années. Madame Célestin, ça va. L'hôtesse d'accueil s'inquiète de voir la gouvernante si pâle. Oui, juste un petit malaise. Mais Raymonde ne quitte pas des yeux la jeune femme qui s'éloigne vers la sortie. Elle reconnaîtrait cette allure entre mille. Petite Pauline, ma petite Pauline qui est revenue, le poids de la culpabilité, enfouie pendant des décennies, remonte brutalement à la surface. Tous ces secrets qu'elle a gardés, toutes ces nuits blanches à se demander si elle avait fait le bon choix. Mention Béraud.
Le soir même, Caroline Béraud sirote son champagne face à la baie vitrée du salon. Observant Joachim qui arpente le jardin au téléphone, depuis 3 jours, son mari a un comportement étrange. Il semble distrait, préoccupé, comme habité par une obsession secrète. « Maman !» Adrien descend l'escalier, ses écouteurs autour du cou. « Papa va bien ?» Il a l'air bizarre ces derniers temps. Caroline pose sa coupe avec une lenteur calculée. À 15 ans, Adrien a hérité de l'intelligence paternelle, mais aussi de sa sensibilité excessive. Il perçoit les tensions familiales avec une acuité troublante. Ton père traverse une période difficile au bureau, les affaires, tu sais. Mais Caroline n'est pas dupe. En 20 ans de mariage, elle a appris à décrypter chaque expression de Joachim. Ce qui le préoccupe n'a rien à voir avec les affaires. C'est plus personnel, plus dangereux pour l'équilibre qu'elle a mis des années à construire. Joachim rentre enfin, rangeant son téléphone. Caroline l'observe attentivement. À qui était-ce ? Un prestataire, pour l'inauguration d'Annecy. Nouveau mensonge. Caroline les compte désormais, 3 en 3 jours. Joachim n'a jamais été doué pour la dissimulation, contrairement à elle. Tu as engagé une nouvelle photographe, paraît-il. Joachim se raidit imperceptiblement. Oui, une jeune femme talentueuse. Elle s'appelle Camille Dupuis. Jolie. La question claque comme un piège. Caroline a l'art de poser les bonnes questions au bon moment, vestige de sa formation d'avocate. Je n'ai pas fait attention. 3e mensonge. Caroline sourit intérieurement. Son mari devient vraiment maladroit. Bureau d'Alphonse Giroux, détective privé. Alors, Alphonse, qu'avez-vous découvert ? Le détective, la soixantaine bedonnante et le regard perçant, étale plusieurs dossiers sur son bureau encombré. Joachim s'assoit en face de lui, les mains tremblantes d'anticipation. Camille Dupuis, 25 ans. Née officiellement le 15 mars 2000 à Lyon. Mais attention, Joachim, cette date de naissance est fictive. Comment ça, fictive ? Elle a été trouvée errante dans les rues de Villeurbanne en avril 2004, apparemment âgée de 4 ans, état de choc post-traumatique sévère, incapable de parler ou de donner des informations sur son identité. Les services sociaux lui ont attribué une nouvelle identité administrative. Joachim sent son cœur exploser dans sa poitrine, avril 2004, exactement 1 mois après la disparition de Pauline. Où exactement ? Rue de la République, près de la station de métro. Un passant l'a trouvée vers 6 heures du matin. En pyjama, pieds nus, complètement désorienté. Et ensuite, placement d'urgence à l'hôpital, puis au foyer d'accueil temporaire. Aucune famille ne l'a réclamé malgré les avis de recherche. 3 mois plus tard, transfert définitif à l'orphelinat Sainte-Thérèse. Joachim ferme les yeux. Tout concorde. L'âge, la date, la localisation. Alphonse, j'ai besoin que vous creusiez plus profond. Contact avec l'orphelinat, témoignage du personnel, tout ce qui peut établir un lien avec votre fille disparue. Le détective n'est pas naïf. 40 ans de métier lui ont appris à lire entre les lignes. Je n'affirme rien, mais les coïncidences sont troublantes. Joachim, attention à ne pas voir ce que vous voulez voir. Combien de fausses pistes avez-vous suivies ces 20 dernières années ? Celle-ci est différente. Alphonse observe son client de longue date. Il a vu Joachim sombrer dans l'obsession après la disparition de Pauline. S'accrocher à chaque indice comme un naufragé à une bouée ? D'accord, je continue les recherches, mais soyez prudent. Si cette jeune femme est vraiment votre fille, il faudra vous poser les bonnes questions. Lesquelles ? Pourquoi a-t-elle disparu ? Qui l'a enlevée ? Et surtout, cette personne est-elle toujours en vie et capable de recommencer ? Chez Camille, le soir, Camille développe ses premières photos pour les demeures Béraud dans son petit laboratoire improvisé. L'odeur des produits chimiques la rassure, lui rappelle ses années d'apprentissage au lycée professionnel. Soudain, une fragrance subtile lui parvient de la fenêtre ouverte. Un parfum masculin, boisé, avec des notes de bergamote. Cette odeur réveille quelque chose d'enfoui dans sa mémoire. Des images floues émergent. Un homme en costume qui la porte dans ses bras. Cette même odeur qui l'enveloppe, rassurante, protectrice, une voix grave qui chantonne une mélodie douce. « Papa !» Le mot s'échappe de ses lèvres avant qu'elle puisse le retenir. Camille sursaute, troublée par cette remontée incontrôlée de souvenirs. Elle sort la photographie de sa cachette secrète, l'observe attentivement. L'homme sur l'image portait-il ce parfum ?
Chantait-il cette mélodie qui résonne maintenant dans sa tête comme un écho lointain? Pour la première fois depuis des années, Camille a l'impression que son passé tente de lui parler. Dans la mention, Béraud-Raymonde range machinalement la vaisselle du dîner. Mais ses gestes sont saccadés, nerveux. L'apparition de Camille a bouleversé l'équilibre précaire qu'elle avait réussi à maintenir pendant des décennies. Elle qui sait tout, qui a tout vu, qui porte le poids de terribles secrets. Comment continuer à se taire maintenant que Pauline est revenue? Mais si elle parle, si elle révèle la vérité, les conséquences seront dramatiques pour tout le monde, especially pour la famille qu'elle a servie fidèlement pendant 25 ans. Caroline apparaît dans la cuisine, élégante dans sa robe d'intérieur de soie. « Raymonde, vous avez l'air préoccupée. »« Non, madame, juste fatiguée. » Mais Caroline a cette perspicacité redoutable des grands prédateurs. Elle sent que quelque chose cloche chez sa gouvernante, comme elle sent que quelque chose cloche chez son mari. Et Caroline Béraud n'aime pas les mystères qui échappent à son contrôle. « Bonne nuit, Raymonde. Reposez-vous bien. » Seule dans sa chambre de service, Raymonde s'assoit sur son lit étroit. Tenant entre ses mains une vieille photo Joby qu'elle garde cachée depuis 21 ans, on y voit une fillette de 4 ans aux boucles châtaines, souriant innocemment à l'objectif, sa petite Pauline, qu'elle a sauvée et condamnée à la fois, orphelinat Sainte-Thérèse, banlieue de Lyon. Alphonse Giroud gare sa Peugeot devant le portail en fer forgé de l'orphelinat. L'établissement, construit dans les années 50, a gardé cette austérité caractéristique des institutions publiques de l'époque. Mais les jardins soigneusement entretenus et les rires d'enfants qui s'échappent des fenêtres témoignent de la bienveillance qui règne entre ces murs. Sœur Marthe Dubois, 80 ans et directrice de l'établissement depuis 40 ans, l'accueille dans son bureau spartiate orné d'un simple crucifix. « Monsieur Giroud, n'est-ce pas, vous vous intéressez à Camille? En effet, ma sœur, dans le cadre d'une enquête familiale, pouvez-vous me parler de son arrivée ici ?» Le visage ridé de sœur Marthe se voile d'une tristesse ancienne. Pauvre petite. Elle est arrivée chez nous en juillet 2004, dans un état épouvantable. Traumatisme sévère, mutisme complet. Elle ne parlait plus, ne souriait plus, sursautait au moindre bruit. Qui vous l'a confiée? Les services sociaux, mais... Elle hésite, tortillant nerveusement son chapelet. Il y a eu quelque chose d'étrange. Une femme est venue la voir régulièrement pendant ses premières années ici. Alphonse se redresse, attentif. Une femme. Oui, une dame âgée, très discrète. Elle prétendait être une bénévole, mais elle ne s'intéressait qu'à Camille. Elle apportait des jouets, des vêtements, parfois de l'argent pour l'établissement. Vous vous souvenez de son nom? Elle se faisait appeler Madame Mercier. Mais j'ai toujours eu l'impression que ce n'était pas son vrai nom. Alphonse note scrupuleusement. À quoi ressemblait-elle? Cheveux gris, bien habillée, la soixantaine à l'époque, elle avait une façon particulière de regarder Camille, comme si elle la connaissait depuis toujours. Siège des demeures Béraud, Joachim fait les 100 pas dans son bureau. Attendant le rapport d'Alphonse, sur son ordinateur, il a ouvert discrètement le dossier personnel de Camille, adresse, numéro de téléphone, référence professionnelle. Il mémorise chaque détail, sa secrétaire frappe et entre. « Monsieur Béraud, votre épouse demande à vous voir. » Caroline pénètre dans le bureau avec cette assurance de femme habituée à obtenir ce qu'elle veut. Tailleur Chanel, escarpin Louboutin, maquillage impeccable malgré l'heure tardive. Joachim, nous devons parler. Il referme prestement l'écran de son ordinateur. De quoi? De ton comportement étrange ces derniers jours, des coups de téléphone mystérieux, de cette nouvelle employée que tu regardes comme si tu avais vu un fantôme. Caroline s'assoit face à lui, croisant élégamment les jambes. 20 ans de mariage lui ont appris à décoder chaque micro-expression de son mari. Je ne vois pas de quoi tu parles. Joachim, sa voix se fait plus douce, presque caressante. Nous nous sommes toujours tout dit. Qu'est-ce qui te tracasse? Mensonge éhonté. Ils ne se sont jamais rien dit d'important. Leur mariage est un contrat de convenance qui a fonctionné parce que chacun y trouvait son compte. La sécurité financière pour Caroline, une façade de normalité pour Joachim. Rien ne me tracasse. Je suis juste préoccupée par l'inauguration d'Annecy. Caroline plisse légèrement les paupières. Elle connaît cette expression. Joachim ment. Et mal. Cette photographe, Camille Dupuis, elle te rappelle quelqu'un. La question frappe Joachim comme une gifle. Caroline a toujours eu cette intuition diabolique.
Pourquoi cette question? Simple curiosité féminine? Mais rien n'est jamais simple chez Caroline Béraud. Chaque question cache un calcul. Chaque sourire dissimule une stratégie. Laboratoire d'analyse médicale. Centre-ville. Docteur Lemoine. Joachim Béraud à l'appareil. J'aurais besoin d'un service discret. Monsieur Béraud, vous savez que je ne peux pas. 1 000 € cash. Pour une simple analyse ADN comparative. Silence au bout du fil. Le docteur Lemoine connaît Joachim depuis 15 ans, depuis qu'il soigne la famille Béraud. Il sait aussi que 1 000 € représentent 2 mois de salaire pour un laborantin. Quels échantillons? Les miens, que vous avez déjà en archive, et un autre que je vous apporterai demain. Joachim, je ne veux pas savoir de quoi il s'agit, mais soyez prudent. Ce genre de test peut détruire des vies, ou les reconstruire. Chez Camille. Soirée Camille termine le développement de ses dernières photos quand on frappe à sa porte. Joachim se tient sur le palier, une bouteille de champagne à la main. Monsieur Béraud, que faites-vous ici? J'étais dans le quartier et je voulais vous féliciter pour votre travail. Vos photos d'Annecy sont remarquables. Il entre dans le petit appartement, observant discrètement chaque détail, les murs couverts de tirages noirs et blancs, l'équipement photo soigneusement rangé, cette atmosphère d'artiste authentique qui le touche profondément. « Vous voulez boire quelque chose ?» propose Camille, gênée par cette visite impromptue. Volontiers. Elle lui sert un verre d'eau dans un mug publicitaire ébréché. Joachim boit quelques gorgées, puis pose discrètement le verre sur une étagère quand Camille tourne le dos. « Vos photos ont une sensibilité particulière », dit-il en examinant les tirages muraux. « Où avez-vous appris la photographie ?»« Nulle part, vraiment. C'est venu naturellement, au lycée. J'avais accès à un laboratoire et... » Elle s'interrompt, frappée par un souvenir soudain, la mélodie que Joachim fredonnait machinalement en entrant. Elle la connaît, cette chanson que vous chantonniez. Quelle chanson? Là, en entrant, une berceuse. Non. Joachim se fige. C'est la berceuse qu'il chantait à Pauline pour l'endormir. La Clairefontaine, un air traditionnel français, qu'Irène fredonnait pendant sa grossesse. Je ne m'en suis pas rendu compte. Mais Camille voit bien qu'il ment, et cette mélodie continue de résonner dans sa tête comme un écho familier. « Monsieur Béraud, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés ?» Avant l'autre jour, je veux dire. La question le bouleverse. « Pourquoi demandez-vous ça ?» Parfois j'ai l'impression de vous reconnaître, votre voix, votre parfum. Joachim sent ses mains trembler. Elle se souvient, inconsciemment, mais elle se souvient. Non. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Il récupère discrètement le mug, prétextant vouloir rincer son verre. L'échantillon pour l'analyse ADN est récupéré. 21 ans plus tôt, flashback de Raymonde Park de la Tête d'Or, dimanche 14 mars 2004. Raymonde Célestin promène Adrien dans sa poussette quand elle aperçoit la scène. Joachim au téléphone, tournant le dos au playground. Pauline qui s'éloigne, attirée par un homme élégant qui lui tend une peluche. Caroline Bresson, encore simple maîtresse de Joachim à l'époque, dirige l'opération depuis une voiture garée discrètement. Elle fait signe à l'homme, Pauline, confiante, le suit vers le véhicule. Raymonde comprend instantanément. Elle confie précipitamment Adrien à une autre maman et suit la voiture. L'homme emmène Pauline dans un entrepôt abandonné de Villeurbanne. Raymonde appelle discrètement la police, puis entre par une fenêtre cassée. Elle trouve Pauline terrorisée. Recroquevillée dans un coin, l'homme est parti, probablement pour chercher Caroline. « Viens, ma petite », murmure Raymonde. « On va te ramener chez toi. » Mais Pauline ne répond pas. Le choc l'a rendue muette. Raymonde la prend dans ses bras et s'enfuit. Dans la rue, elle croise Caroline qui arrive en voiture. Leurs regards se croisent. Caroline comprend que Raymonde a tout vu. Cette nuit-là, Caroline rend visite à Raymonde. Un mot de cette histoire et votre petit-fils Adrien pourrait avoir un accident, dit-elle froidement. Vous ferez disparaître cet enfant définitivement. Elle ne doit jamais reparaître dans la vie de Joachim. Raymonde, terrorisée par la menace, emmène Pauline à l'orphelinat Sainte-Thérèse. Elle la confie à sœur Marthe en inventant une histoire de famille décimée. Prenez soin d'elle, et surtout, oubliez mon visage. Pendant 21 ans, Raymonde a vécu avec ce secret, envoyant anonymement de l'argent à l'orphelinat, veillant de loin sur Pauline devenue Camille, et maintenant, le destin les remet en présence. Retour au présent. Bureau de Caroline,
raccroche son téléphone, un sourire glacial aux lèvres. Son détective privé vient de lui confirmer ses soupçons. Joachim fait surveiller Camille Dupuis, plus troublante encore. Il a commandé une analyse ADN comparative. Caroline comprend immédiatement. Cette photographe n'est pas une employée ordinaire. C'est une menace existentielle pour tout ce qu'elle a construit. Elle ouvre son ordinateur portable et tape le nom, Camille Dupuis, dans un moteur de recherche. Quelques minutes plus tard, elle a toutes les informations nécessaires. Orphelinat Sainte-Thérèse, trouvée errante en 2004, date qui correspond exactement à la disparition de Pauline. Merde, souffle-t-elle, sa combine parfaite, qui durait depuis 21 ans, vient de voler en éclats. Si Joachim découvre la vérité, ce ne sera pas seulement son mariage qui explosera. Ce sera sa liberté, sa vie, tout son avenir. Caroline Béraud n'a jamais reculé devant rien pour protéger ses intérêts. Elle ne commencera pas maintenant. Elle décroche son téléphone et compose un numéro qu'elle n'a pas utilisé depuis des années. « Allô, c'est Caroline. J'ai besoin de tes services. Comme au bon vieux temps. Laboratoire d'analyse médicale. Matin du 15 novembre, le docteur Lemoine examine les résultats de l'analyse ADN pour la 3e fois, ajustant ses lunettes d'un geste nerveux. Les chiffres ne mentent pas. 99,97% de probabilité de filiation paternelle entre Joachim Béraud et Camille Dupuis. Il attrape son téléphone d'une main tremblante. « Joachim, vous devriez venir récupérer les résultats en personne. Ce ne sont pas le genre d'informations qu'on transmet par téléphone. » Bureau de Joachim. 1 heure plus tard, Joachim déchire l'enveloppe scellée, ses doigts tremblant imperceptiblement. Quand ses yeux parcourent le rapport scientifique, ses jambes se dérobent. Il s'effondre dans son fauteuil, le document flottant jusqu'au sol. Pauline. Sa petite Pauline est vivante. Après 21 ans de recherche désespérée, de fausses pistes et d'espoir brisé, elle est là. Elle travaille pour lui. Elle lui sourit chaque matin en arrivant au bureau. Les larmes qu'il retient depuis des décennies jaillissent enfin. Un sanglot rauque s'échappe de sa gorge, libérant des années de douleur comprimée. Pauline, ma petite fille. Mais l'euphorie cède rapidement place à l'angoisse. Comment lui annoncer? Comment lui expliquer qu'elle a vécu 21 ans sous une fausse identité, que sa vraie famille la cherchait désespérément, et surtout, qu'il a enlevé, qui a détruit leur famille? Caroline intercepte un courrier. Caroline rentre d'un rendez-vous client quand elle aperçoit le livreur des laboratoires Lemoine devant leur domicile. Elle reconnaît l'uniforme, ayant déjà fait appel à leur service pour des expertises légales. Une livraison pour Monsieur Béraud. Oui, madame. Mais les instructions précisent de remettre en main propre. Je suis son épouse. Caroline sort sa carte d'identité avec l'autorité qu'elle a développée au barreau. Mon mari est en déplacement. Je peux signer. Le livreur hésite, puis cède face à son assurance naturelle. Seule dans son bureau, Caroline ouvre méthodiquement l'enveloppe. Quand elle lit les résultats, son sang se glace. Filiation confirmée. Joachim Béraud et Camille Dupuis. Putain, le juron s'échappe de ses lèvres. Rare chez cette femme si contrôlée, tout s'effondre. Sa vie luxueuse, sa position sociale, l'héritage d'Adrien, et pire encore, si la vérité sur le kidnapping ressort, elle risque la prison à vie. Caroline attrape son téléphone et compose le numéro de son détective privé, Marcus. J'ai besoin de tout savoir sur Camille Dupuis. Tout, son passé, ses relations, ses faiblesses, et je le veux pour demain. Flashback, 21 ans plus tôt. Cabinet d'avocats Bresson & Associés, mars 2004. Caroline Bresson, brillante avocate de 32 ans, observe Joachim Béraud depuis 6 mois. Cet homme prospère mais émotionnellement accessible représente tout ce qu'elle désire. Fortune, statut social, et cette vulnérabilité qui permet la manipulation. Le problème, c'est sa famille parfaite, Irène, sa femme artiste adorée, Pauline, sa fille chérie, et ce deuxième enfant à naître qui renforcera leur lien. Caroline a toujours obtenu ce qu'elle voulait, par l'intelligence d'abord, par la ruse ensuite, par la force si nécessaire. Jean-Claude, elle contacte son frère, ancien militaire reconverti dans la sécurité privée. J'ai un travail pour toi, délicat mais bien payé. Le plan est simple, faire disparaître temporairement Pauline, le temps que le choc détruise le mariage de Joachim. Dans le chaos émotionnel qui suivra, Caroline se positionnera comme celle qui l'aide à reconstruire sa vie. Pas de violence, Jean-Claude. Juste l'emmener quelque part le temps que... Et après,
On en fait quoi de la gamine? Caroline reste silencieuse. Elle n'a pas vraiment réfléchi à cette partie du plan. Le jour J, le kidnapping se déroule parfaitement. Pauline, enfant confiante, suit Jean-Claude qui lui promet de retrouver son papa. Joachim, distrait par son appel professionnel, ne remarque rien, mais Caroline n'avait pas prévu Raymonde. Quand sa gouvernante surgit à l'entrepôt avec Pauline terrorisée, Caroline comprend que son plan a échoué. Pire, elle a un témoin. La confrontation nocturne avec Raymonde est brutale. « Vous ferez exactement ce que je dis », menace Caroline. Cet enfant disparaîtra définitivement de la vie de Joachim. Sinon, elle sort de son sac une photo d'Adrien, 3 ans. Sortant de son école maternelle, les accidents arrivent si vite à cet âge. Raymonde, terrorisée, accepte de faire disparaître Pauline. Mais au lieu de l'éliminer comme Caroline l'espérait secrètement, elle la place à l'orphelinat. Retour au présent mention Béraud. Soirée Joachim rentre épuisé émotionnellement. Il trouve Caroline dans le salon, sirotant un whisky, apparemment détendu. « Bonne journée, chérie. » Il l'observe attentivement. Caroline arbore cette expression neutre qu'elle maîtrise si bien, mais Joachim la connaît assez pour déceler la tension sous-jacente. « Ça va. Et toi ? » ?»« Excellente. J'ai rencontré des clients passionnants aujourd'hui. » Caroline ment avec une aisance naturelle. Elle a passé la journée à élaborer une stratégie pour éliminer définitivement la menace que représente Camille. Adrien descend l'escalier, écouteur autour du cou comme toujours. « Salut papa, tu as l'air crevé. »« Journée difficile, mon fils. » Joachim observe ce garçon de 15 ans qui porte sans le savoir le nom d'un homme qui a cherché désespérément sa sœur pendant des décennies. Comment lui annoncer qu'il a une demi-sœur, que sa mère... Il s'interrompt. Il n'a aucune preuve de l'implication de Caroline. Juste des soupçons qui commencent à germer. Appartement de Camille. Même soirée, Camille développe ses dernières photos quand une vague de souvenirs la submerge soudainement, plus intense que les précédentes. Plus précis. Un jardin au rosier blanc. Une balançoire rouge sous un grand chêne. Une voix masculine qui chante « La claire fontaine » en la poussant doucement. « Plus haut, papa. Plus haut. » La voix de l'enfant qu'elle était résonne dans sa tête avec une clarté saisissante, et le visage de l'homme se précise. Les mêmes yeux bleus que Joachim Béraud. Camille se précipite vers son miroir. Pour la première fois, elle s'observe vraiment, les yeux verts d'Irène, qu'elle ne reconnaît pas, mais la forme du visage, le menton volontaire, cette façon de pencher la tête. Mon Dieu, elle sort la photographie de sa cachette, l'étudie avec une attention nouvelle. L'homme sur l'image, c'est Joachim, plus jeune, mais indéniablement lui. Son téléphone sonne. Joachim. Camille, pardonnez-moi de vous déranger si tard. Pourriez-vous passer au bureau demain matin? J'aimerais vous parler d'un projet important. Sa voix tremble légèrement. Camille le perçoit. Bien sûr, monsieur Béraud, tout va bien. Oui, enfin non, c'est compliqué à demain. Il raccroche, laissant Camille perplexe. Cette conversation confirme ses soupçons grandissants. Joachim Béraud cache quelque chose qui la concerne directement. Bureau de Caroline. Tard dans la nuit, Caroline finalise son plan. Demain, Joachim révélera certainement la vérité à Camille. Il faut agir avant. Elle compose le numéro de Jean-Claude. Toujours en vie, grande sœur. J'ai un problème qui remonte à nos vieilles affaires. Tu te souviens de la gamine de 2004 ? Silence au bout du fil. Jean-Claude se souvient parfaitement. Ce kidnapping raté qui avait failli mal tourner. Elle a ressurgi. Il faut qu'elle disparaisse. Définitivement cette fois. Caroline, on n'est plus des gamins. Ce genre de truc, ça laisse des traces maintenant. 50 000 €, cash. Jean-Claude hésite. L'argent le tente, mais... Et si on se contente de lui faire peur, qu'elle quitte la ville? Non, elle en sait trop maintenant. Et Joachim ne lâchera pas l'affaire. Caroline contemple par la fenêtre les lumières de Lyon, cette ville où elle a construit sa vie, sa réputation, sa fortune. Elle ne laissera personne détruire ce qu'elle a mis 20 ans à édifier. D'accord, mais cette fois. Et on fait les choses proprement. Pas de témoins, pas de traces. Chez Raymonde. Chambre de service Raymonde n'arrive pas à dormir. Elle a vu les regards de Joachim sur Camille, cette intensité particulière qu'elle reconnaît. Il sait, ou au moins, il se doute. Bientôt, il faudra choisir. Continuer à se taire,
ou révéler enfin la vérité qu'elle porte depuis 21 ans. Elle sort de son tiroir secret la photo de Pauline enfant, celle qu'elle a gardée en souvenir. À côté, une lettre jamais envoyée, écrite il y a des années dans un moment de faiblesse. « Mon cher Joachim, si vous lisez ces lignes, c'est que je n'ai plus eu le courage de me taire. » Raymonde relit ces mots qu'elle a tracés 100 fois sans jamais trouver la force de les poster. Demain, peut-être, elle trouvera enfin ce courage, car Pauline mérite de retrouver sa vraie famille, et Joachim mérite de connaître la vérité sur celle qui a détruit la sienne, même si cette vérité doit les tuer tous. Bureau de Joachim. 8h30 du matin, Joachim arpente son bureau depuis l'aube. Les résultats ADN étalés sur sa table comme une évidence bouleversante. Il a répété 100 fois les mots qu'il va dire à Camille, cherchant la façon la moins brutale d'annoncer l'inimaginable. Sa secrétaire frappe et passe la tête. « Mademoiselle Dupuis est arrivée, monsieur. Faites-la entrer. Et annulez tous mes rendez-vous de la matinée. » Camille apparaît dans l'embrasure. Son appareil photo en bandoulière, elle porte un pull beige qui fait ressortir ses yeux verts. Les yeux d'Irène. Joachim sent son cœur se serrer. « Bonjour, monsieur Béraud. Vous avez dit que c'était important. Asseyez-vous, Camille, s'il vous plaît. » Elle s'installe face au bureau, remarquant immédiatement la tension inhabituelle de son employeur. Ses mains tremblent légèrement. Son visage est marqué par une nuit blanche. « Camille, » il s'interrompt, cherchant ses mots. « Ce que je vais vous dire va bouleverser votre vie. La mienne aussi. Monsieur Béraud, vous m'inquiétez. » Il lui tend les résultats du laboratoire. « Lisez ceci. » Camille parcourt le document scientifique. Ne comprenant d'abord que les pourcentages impressionnants, puis la réalité la frappe comme une gifle. Filiation paternelle, 99,97%. Sa voix devient un murmure. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que vous êtes ma fille, Camille. Vous êtes Pauline Béraud, disparue le 14 mars 2004, alors que vous aviez 4 ans. Le silence s'abat sur le bureau. Camille fixe le document, les lettres dansant devant ses yeux. Tout son monde s'écroule et se reconstruit simultanément. C'est impossible. J'ai la preuve. Joachim sort de son tiroir une photo d'époque, lui et Pauline au même âge que sur la photo mystérieuse de Camille. Regardez, l'évidence est saisissante. Même pose, même sourire, même complicité père-fille. Mais alors, qui suis-je vraiment? Où étais-je pendant toutes ces années? À l'orphelinat Sainte-Thérèse, vous avez été trouvée errante à Villeurbanne un mois après votre disparition, en état de choc. Incapable de parler, Camille porte les mains à sa tête. Les souvenirs fragmentaires prennent soudain un sens. Le jardin aux rosiers, la berceuse, ce sentiment de déjà-vu dans la mention, la chanson que vous fredonniez, c'était pour moi, la claire fontaine. Je vous la chantais chaque soir pour vous endormir. Les larmes coulent maintenant librement sur les joues de Camille. 21 ans d'orphelinat, de solitude, de questions sans réponse. Et son père la cherchait. Pourquoi ai-je disparu? Joachim se lève, contourne le bureau et s'agenouille devant elle, pour la première fois depuis des décennies. Il touche sa fille, prenant délicatement ses mains dans les siennes. Je ne sais pas encore, mais je vais découvrir la vérité. Je vous le promets. Pendant ce temps, dans l'escalier de service, Raymonde gravit lentement les marches vers le bureau directoriel, une enveloppe scellée dans ses mains tremblantes. Arrivée devant la porte, elle entend des voix étouffées, des sanglots. Elle reconnaît la voix de Joachim, brisée par l'émotion. « Ma petite Pauline, papa t'a enfin retrouvée. » Raymonde s'effondre contre le mur. C'est fait, il sait, après 21 ans de silence. La vérité éclate enfin. Elle frappe doucement et entre sans attendre de réponse. Joachim et Camille se retournent. Surpris, Raymonde se tient dans l'embrasure. Vieillie de 10 ans en une nuit, l'enveloppe tendue devant elle comme une offrande. « Monsieur Joachim, il faut que je vous dise tout. » La confession de Raymonde. « Je sais que Camille est votre Pauline. Je l'ai toujours su. » Joachim se redresse, interloqué. « Comment ça, toujours su ?» Raymonde s'avance, ses jambes flageolantes. « Parce que c'est moi qui l'ai sauvée. C'est moi qui l'ai emmenée à l'orphelinat. » L'aveu tombe comme une bombe. Joachim recule d'un pas. « Vous ? Quoi ? Asseyez-vous. Monsieur, ce que j'ai à vous dire va vous détruire. » Raymonde ouvre l'enveloppe d'une main tremblante et en sort une confession écrite de sa main, datée de plusieurs années. Le 14 mars 2004, j'étais au parc avec le petit Adrien.
J'ai vu Pauline se faire enlever. Vous l'avez vue. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que... Raymond s'effondre sur une chaise. Parce que celle qui a organisé l'enlèvement, c'est Madame Caroline. Le monde s'arrête. Joachim sent ses jambes se dérober. Caroline, ma femme, elle n'était que votre maîtresse à l'époque. Elle voulait vous avoir pour elle seule. Irène et Pauline étaient des obstacles. Camille écoute, pétrifiée. L'horreur de la révélation la paralyse. Raymond continue, sa voix brisée par des années de culpabilité. J'ai suivi la voiture. Pauline était détenue dans un entrepôt à Villeurbanne. Je l'ai récupérée, mais elle était en état de choc. Pourquoi ne pas me l'avoir ramenée directement? Parce que Madame Caroline m'a menacée. Elle m'a dit que si je parlais, le petit Adrien aurait un accident. Elle m'a ordonné de faire disparaître Pauline définitivement. Joachim s'effondre dans son fauteuil, tout devient clair. Le mariage précipité avec Caroline après la mort d'Irène. Son empressement à l'épouser, cette façon qu'elle avait de consoler sa douleur. Elle a détruit ma famille pour m'avoir. J'ai emmené Pauline à l'orphelinat en espérant qu'un jour, je trouverai le courage de vous dire la vérité. Raymond sort de son sac une photo jaunte. Pauline a 4 ans, prise le jour de sa disparition. J'ai envoyé de l'argent anonymement à l'orphelinat pendant des années. Je veillais sur elle comme je pouvais. Camille prend la photo, découvrant son visage d'enfant. Les souvenirs affluent maintenant. La terreur, l'enlèvement, cette femme bienveillante qui l'avait sauvée. C'était vous, la dame qui venait me voir? Oui, ma petite, sous le nom de Madame Mercier. Je ne pouvais pas vous laisser complètement seule. Joachim se lève brutalement, renversant sa chaise. La rage remplace la stupéfaction. Caroline, cette garce, elle a tué Irène. Elle a détruit notre famille. Monsieur, calmez-vous. Me calmer. 21 ans qu'elle vit sous mon toit, qu'elle élève mon fils, qu'elle joue la veuve éplorée. Il attrape son téléphone, compose un numéro d'une main tremblante. Alphonse, j'ai besoin que vous arrêtiez tout de suite votre enquête sur Camille et que vous commenciez une nouvelle investigation. Sur Caroline, je veux tout savoir sur elle, depuis 2004. Tout. Dans sa voiture, sur le parking. Caroline observe les fenêtres du bureau directoriel depuis 1 heure, attendant le bon moment. Elle voit Raymond entrer, puis ressortir 1 heure plus tard. Le visage ravagé, son téléphone vibre, un SMS de son contact à l'intérieur du bâtiment, réunion urgente dans le bureau du patron, Raymond en larmes, Joachim en colère. Caroline comprend immédiatement, Raymond a parlé, après 21 ans de silence. La vieille gouvernante a craché le morceau. Elle démarre en trombe et appelle Jean-Claude. Changement de programme, il faut agir maintenant, aujourd'hui. Caroline, qu'est-ce qui se passe? Ils savent, pour 2004, pour tout. Merde, retrouve-moi ce soir et amène du matériel. On va faire ça proprement. Retour dans le bureau, Joachim serre Camille dans ses bras. Ce père et cette fille, réunis après plus de 2 décennies, mais l'émotion des retrouvailles cède place à une détermination froide. Pauline, Camille, peu importe le nom, vous êtes ma fille et personne ne vous fera plus jamais de mal. Papa, le mot sort naturellement de ses lèvres. Qu'est-ce qu'on va faire? La justice, Caroline va payer pour ce qu'elle a fait, à notre famille, à votre mère. Raymond les interrompt. Monsieur, Madame Caroline est dangereuse, très dangereuse. Si elle apprend que nous savons, elle le sait déjà, dit Joachim en regardant par la fenêtre. J'en suis certain. Au loin, les feux arrière d'une Mercedes noire disparaissent dans la circulation. Caroline prépare sa riposte. Mention Béraud. 17h30. Caroline pousse la porte d'entrée avec une sérénité calculée, son masque de parfaite épouse solidement en place. Elle trouve Adrien dans le salon, affalé sur le canapé, casque sur les oreilles. Adrien, chéri, enlève tes écouteurs. Maman a quelque chose d'important à te dire. Le garçon de 15 ans lève les yeux, surpris par le ton inhabituellement grave de sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Caroline s'assoit à côté de lui, prenant ses mains dans les siennes, avec cette tendresse maternelle qu'elle maîtrise si bien. Mon fils, il va y avoir des changements dans notre famille, des changements difficiles. Papa et toi, vous divorcez. Non, c'est plus compliqué que ça. Caroline marque une pause, pesant chaque mot. Ton père traverse une période très difficile. Il s'est attaché à une employée, une certaine Camille. Adrien fronce les sourcils. La photographe.
Exactement, cette femme. Caroline soupire théâtralement. Elle prétend être ta demi-sœur, Pauline, celle qui a disparu avant ta naissance. Quoi? Mais c'est impossible. C'est ce que je pensais aussi, mais cette femme est très intelligente, très manipulatrice. Elle a convaincu ton père avec de fausses preuves, de faux tests ADN. Caroline observe attentivement les réactions de son fils. Adrien a toujours été sensible à l'injustice, prompte à défendre ce qu'il considère comme sa famille. Tu veux dire qu'elle ment? Pire que ça, mon chéri, elle veut détruire notre famille pour s'emparer de la fortune de ton père. Si elle réussit, nous perdrons tout, la maison, l'entreprise, ton avenir. Les yeux d'Adrien s'écarquillent. À 15 ans, il ne connaît que le luxe et le confort. L'idée de tout perdre le terrifie. Mais papa n'est pas stupide. Il va s'en rendre compte, non? Ton père est aveuglé par la culpabilité. Il se sent tellement coupable de la disparition de Pauline qu'il est prêt à croire n'importe quoi. Cette femme en profite. Caroline se lève et commence à arpenter la pièce, jouant parfaitement son rôle de mère inquiète. Il y a pire. Adrien, j'ai des preuves que cette Camille a déjà escroqué d'autres familles avec la même méthode. Elle se fait passer pour des enfants disparus, réclame des héritages. C'est dégueulasse. Et dangereuse, très dangereuse, les dernières familles qu'elle a escroquées. Il leur est arrivé des accidents. Le mensonge coule naturellement. Caroline a passé la journée à construire cette version alternative des faits, transformant Camille en prédatrice et elle-même en victime. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons protéger notre famille, mon fils, par tous les moyens nécessaires. Bureau de Caroline, 19h. Caroline referme son ordinateur portable après avoir effacé méthodiquement tous ses échanges électroniques avec Jean-Claude des dernières années. 20 ans de pratique juridique lui ont appris l'importance d'éliminer les preuves. Son téléphone sonne. Jean-Claude. Caroline, j'ai réfléchi à notre conversation. Je ne peux pas faire ça. Pas un meurtre. Jean-Claude. Sa voix se fait douce, persuasive. Tu te souviens de 2004? Tu étais déjà complice. Si cette histoire ressort, nous tombons ensemble. Justement, on devrait arrêter les dégâts, fuir à l'étranger, refaire notre vie. Fuir. Caroline ricane. J'ai 53 ans, Jean-Claude. J'ai construit ma vie ici. Je ne fuirai pas devant une petite orpheline. Cette petite orpheline peut nous envoyer en prison. Seulement si elle reste en vie pour témoigner, le silence au bout du fil trahit l'hésitation de Jean-Claude. 75 000 €, ajoute Caroline. Cash, de quoi recommencer ta vie en Amérique du Sud comme tu en rêves depuis toujours. Et si ça foire? Ça ne foirera pas, ça ne... J'ai un plan parfait. Restaurant, le Bernardin. Winterl, Joachim et Camille dînent dans un restaurant discret du Vieux Lyon, loin des regards indiscrets, pour la première fois depuis des décennies. Joachim sourit vraiment. « Raconte-moi l'orphelinat », dit-il en coupant son poisson. « Comment c'était ? Sœur Marthe était adorable. Elle m'a donné une stabilité que je n'avais jamais connue, mais... » Camille hésite. « J'ai toujours eu l'impression d'être différente des autres enfants. Pas parce que j'étais malheureuse, mais parce que j'avais ces flashs, ces souvenirs qui ne correspondaient à rien. »« Althassan, tu te souviens de ta mère ?» dit Reine. « Des fragments, une femme qui sentait la peinture à l'huile, des cheveux longs qui chatouillaient quand elle me portait, et... » Camille ferme les yeux. Une comptine qu'elle chantait, quelque chose avec des papillons. Joachim sent les larmes monter. Papillons, vole vers le ciel bleu. C'était sa chanson préférée. Elle la chantait en peignant. Elle me manque, papa, et je ne l'ai même pas vraiment connue. Joachim tend la main vers sa fille. Elle serait si fière de la femme que tu es devenue, artiste comme elle, forte, indépendante. Son téléphone vibre. Un message d'Alphonse. Urgence. Retrouve-moi au bureau. J'ai découvert quelque chose sur Caroline. Le visage de Joachim se durcit. Il faut y aller. Alphonse a du nouveau. Bureau d'Alphonse Giroux. 21h30. Le détective les accueille avec une mine grave. Des dossiers étalés sur son bureau. Joachim. Asseyez-vous. Ce que j'ai découvert est explosif. Je vous écoute. Caroline n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom est Caroline Mercier. Elle a changé d'identité en 2005. Pourquoi ? Parce qu'elle était suspectée de complicité dans la disparition d'un héritier à Marseille en 2003, un enfant de famille riche qui a mystérieusement disparu peu après qu'elle ait été engagée comme conseillère juridique de la famille. Joachim sent ses poings se serrer. Continue. L'enfant n'a jamais été retrouvé. L'enquête a été abandonnée faute de preuves.
Mais Caroline a quitté Marseille précipitamment. 6 mois plus tard, elle réapparaissait à Lyon sous le nom de Bresson, avec de faux diplômes et de fausses références. Mon Dieu, il y a plus. J'ai retrouvé son frère, Jean-Claude Mercier, ancien légionnaire, reconverti dans la sécurité privée, officieusement, il est soupçonné de plusieurs enlèvements ratés. Camille prend la parole. Vous pensez qu'ils vont essayer de vous éliminer? Alphonse hoche gravement la tête. Caroline n'a plus le choix. Soit elle vous fait taire définitivement, soit elle passe le reste de sa vie en prison. Étretat, location de vacances isolée, 22h. Caroline gare sa voiture devant un chalet de bois perdu dans la campagne normande. Jean-Claude l'attend, fumant nerveusement sur la terrasse. « Tu as choisi le lieu ?» demande-t-elle en sortant de sa Mercedes. « Oui, les falaises d'Étretat. Demain matin, peu de touristes, beaucoup de brouillard prévu. Un accident de randonnée sera crédible. Parfait. Comment l'attires-tu là-bas ?» J'ai pensé à un prétexte professionnel. Une séance photo pour une campagne publicitaire haut de gamme. Je me fais passer pour un directeur artistique parisien. Caroline sourit froidement, intelligent et après la chute. Accident de randonnée, elle voulait prendre des photos artistiques des falaises au lever du soleil. Elle s'est approchée trop près du bord, le sol a cédé. Les flics vont enquêter. Bien sûr, mais ils ne trouveront rien. Pas de lien entre nous et elle, pas de mobile apparent, juste un accident tragique. Caroline observe les falaises au loin, blanches sous la lune. Demain, ce paysage de carte postale sera le tombeau de Camille. Une dernière chose, Jean-Claude. Adrien ne doit rien savoir de notre implication. Jamais. Et s'il pose des questions, il pleurera sa belle-sœur qu'il n'a jamais eu la chance de connaître. Et la vie continuera. Mention Béraud, 23h30. Adrien ne dort pas. Les révélations de sa mère tournent dans sa tête comme un manège infernal. Cette Camille, qui veut détruire sa famille, voler son héritage, il prend son téléphone et envoie un message. « Maman, tu dors ?» Réponse immédiate de Caroline. « Non, chérie, moi non plus, trop inquiète. Si cette femme nous fait du mal, qu'est-ce qu'on fera ? Ne t'inquiète pas, mon fils. Maman a tout prévu. Demain, tous nos problèmes seront résolus. » Adrien repose son téléphone. Rassuré, sa mère a toujours eu des solutions à tout. Cette fois ne sera pas différente. Mais dans l'obscurité de sa chambre, une petite voix lui murmure que quelque chose ne va pas, que sa mère lui cache la vérité. Cette voix, il choisit de l'ignorer. Pour l'instant, appartement de Camille. 6h du matin. Le téléphone de Camille sonne, l'attirant d'un sommeil agité. Elle décroche d'une voix ensommeillée. « Allô, Mademoiselle Dupuis, ici Mathieu Delacroix, directeur artistique chez Publicis Paris. » Camille se redresse dans son lit. Publicis, c'est le gratin de la publicité française. Nous avons vu votre travail pour les demeures Béraud. Nous aimerions vous proposer un contrat exclusif pour une campagne internationale. C'est fantastique. Il y a une contrainte. Nous avons besoin des photos aujourd'hui même. Une séance aux falaises d'Étretat pour une marque de parfum de luxe. Le concept ? L'émotion à l'état brut face à la beauté sauvage. Camille hésite. Après les révélations d'hier, elle avait prévu de passer la journée avec Joachim pour reconstituer son passé. Aujourd'hui, je sais que c'est précipité, mais le client part demain pour New York. C'est maintenant ou jamais. 50 000 € pour une journée de travail. La somme lui coupe le souffle, assez pour rembourser toutes ses dettes et sécuriser son avenir. D'accord. À quelle heure ? Rendez-vous à 8h13 au parking principal d'Étretat. Mon assistant vous attendra avec l'équipe technique. Mention Béraud. 7h, Joachim boit son café en parcourant nerveusement les dossiers d'Alphonse sur Caroline. Chaque page révèle une nouvelle facette terrifiante de la femme qu'il a épousée. Adrien descend l'escalier, l'air préoccupé. « Papa, maman n'est pas rentrée cette nuit. » Joachim lève les yeux, alarmé. « Comment ça ?» Elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous client urgent à Paris, qu'elle rentrerait peut-être tard. Un frisson glacial parcourt l'échine de Joachim. Caroline qui disparaît la nuit même où il découvre sa culpabilité. Ce n'est pas une coïncidence. Il compose immédiatement le numéro de Camille. Messagerie. Merde. Il rappelle. Toujours rien. Alphonse débarque dans la cuisine, essoufflé. Joachim. J'ai surveillé Caroline toute la nuit. Elle a quitté Lyon vers 22h. Direction la Normandie. La Normandie ?
Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment. Joachim essaie à nouveau de joindre Camille. Cette fois, elle décroche. Papa. Elle chuchote, manifestement dans sa voiture. Camille, où es-tu? En route pour Étretat. J'ai décroché un contrat énorme. Le sang de Joachim se glace. Étretat, qui t'a contacté? Publicis Paris, un directeur artistique, Mathieu Delacroix. Alphonse secoue frénétiquement la tête. Il tape rapidement sur son téléphone, puis montre l'écran à Joachim. Mathieu Delacroix, directeur artistique chez Publicis, décédé en 2019. Camille, c'est un piège. Caroline est en Normandie, elle. La communication se coupe, sur l'autoroute A13. Camille fronce les sourcils en regardant son téléphone. La ligne est tombée au moment où son père semblait paniquer. Elle essaie de le rappeler, mais n'a plus de réseau. Étrange. Et cette histoire de piège? Pourquoi Caroline serait-elle en Normandie? Mais la perspective du contrat la rassure. Elle a vérifié. Publicis existe bien. C'est une agence prestigieuse. Et 50 000 €. C'est inespéré. Falaise d'Étretat. 8 rangs Camille se gare sur le parking quasi désert. Le brouillard matinal enveloppe les falaises célèbres, créant une atmosphère mystérieuse et photogénique. Un homme élégant d'une 50aine d'années l'attend près d'une camionnette blanche. Mademoiselle Dupuis, Jean-Claude Mercier, assistant de Monsieur Delacroix. Il a l'allure d'un professionnel. Costume sombre, mallette métallique, attitude affairée. Où est Monsieur Delacroix? Retenu par un appel urgent du client, il nous rejoindra plus tard. En attendant, nous devons préparer les prises de vue. Jean-Claude ouvre la camionnette, révélant un équipement photographique impressionnant. Le concept est simple. Vous devez vous approcher au maximum du bord des falaises pour capturer l'émotion brute face au vide. C'est dangereux, non? Nous avons tout prévu. Il sort un harnais de sécurité. Équipement d'alpinisme professionnel, vous serez en sécurité. Camille examine le matériel. Tout semble authentique, professionnel. D'accord. On commence par où? Sur l'autoroute? Mercedes de Joachim conduit comme un fou. Alphonse cramponné au siège passager. Le GPS indique encore 2 heures de route. Plus vite. Joachim, on va avoir un accident. Ma fille, elle est en danger. Caroline va la tuer. Alphonse compose le numéro des gendarmes d'Étretat. Allô, ici Alphonse Giroux, détective privé. Nous avons une situation d'urgence aux falaises d'Étretat. Une jeune femme est en danger. Monsieur, nous ne pouvons pas intervenir sur de simples suppositions. Merde. Alphonse raccroche, frustré. Falaise d'Étretat. 9h30, Camille progresse prudemment le long du sentier côtier, son appareil en bandoulière, le harnais sanglé autour de la taille. Jean-Claude la suit, tenant l'autre extrémité de la corde. « Plus près du bord !» crie-t-il dans le vent. Il faut que l'émotion soit palpable. Camille s'approche de la pic vertigineux, en bas. Les vagues s'écrasent contre les rochers avec un fracas assourdissant. C'est parfait. Maintenant, penchez-vous pour cadrer la mer. Elle s'exécute. Concentrée sur son travail, à travers l'objectif, elle capture des images saisissantes. L'immensité océanique, la violence des éléments, cette beauté sauvage qui coupe le souffle. Derrière elle, Jean-Claude défait discrètement son propre harnais et desserre progressivement les sangles de sécurité de Camille. Encore un peu plus. Caroline observe depuis sa voiture Caroline Béraud est garée à 500 mètres. Observant la scène aux jumelles, dans quelques minutes, ce sera fini. Camille disparaîtra à jamais, emportant avec elle tous les secrets qui menacent son existence. Son téléphone sonne. Joachim, elle décline l'appel et tape un SMS. En réunion importante à Paris, ne peut pas répondre. Sur la falaise, Mademoiselle Dupuis, une voix puissante résonne derrière eux. Jean-Claude se retourne, surpris. Caroline arrive en courant, l'air affolé. « Heureusement que je vous ai trouvé », dit-elle essoufflée. « Votre père m'envoie. Il y a eu un accident terrible. » Camille se redresse alarmée. « Un accident. Joachim, il a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. Il vous réclame. » « Mon Dieu !» Camille commence à détacher son harnais. « Non !» Jean-Claude l'arrête brutalement. « Vous ne pouvez pas partir. Le contrat... » Son masque tombe. Ses mains se crispent sur la corde de sécurité. Camille comprend soudain. Le regard de cet homme, cette façon dont Caroline est apparue au moment parfait. Vous êtes ensemble. Caroline sourit froidement.
Intelligente, cette petite, trop intelligente. Caroline, pourquoi? Parce que tu vas détruire ma vie, explose-t-elle. 21 ans que je construis mon existence. Et toi, tu débarques avec tes prétendus souvenirs. C'est vous qui m'avez enlevé, et qui aurait dû te tuer il y a 21 ans. Mais cette idiote de Raymonde a tout gâché. Jean-Claude resserre sa prise sur la corde. Caroline, on termine ça maintenant. Attends. Caroline s'approche de Camille. Je veux qu'elle sache tout avant de mourir. Elle se penche vers elle, les yeux brillants de haine. Ta mère, Irène. Elle ne s'est pas suicidée par accident. J'ai fait trafiquer sa voiture. Frein saboté. Elle est morte, en pensant à toi, en criant ton nom. Camille sent la rage exploser en elle. Vous êtes un monstre. Je suis une survivante. Et les survivants éliminent les obstacles. Caroline fait signe à Jean-Claude. Il desserre brutalement la corde. Mais Adrien surgit soudain du sentier, hors d'haleine. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Il s'était douté que quelque chose clochait. Avait suivi sa mère en secret. « Adrien, comment ?»« J'ai tout entendu. » Le garçon de 15 ans regarde sa mère avec horreur. « Tu as tué la mère de Camille. Tu as détruit notre famille. Mon fils, tu ne comprends pas ? Si, je comprends que tu es une meurtrière. » Adrien se jette sur Jean-Claude pour l'empêcher de lâcher la corde. Dans la lutte, Caroline perd l'équilibre. « Jean-Claude, aide-moi !» Mais Jean-Claude est aux prises avec Adrien. Caroline glisse vers le bord de la falaise. « Maman !» crie Adrien. Joachim et Alphonse arrivent en courant. Mais c'est trop tard. Caroline Béraud bascule dans le vide avec un hurlement de rage qui se perd dans le fracas des vagues. Falaise d'Étretat. 10h15, le silence qui suit la chute de Caroline est assourdissant. Seul le fracas des vagues contre les rochers en contrebas brise cette immobilité surnaturelle. Adrien reste figé au bord du précipice, les yeux fixés sur le vide où sa mère a disparu. « Maman !» Le mot s'échappe de ses lèvres comme un souffle. Joachim se précipite vers son fils et l'attire fermement en arrière. « Adrien, éloigne-toi du bord. » Le garçon de 15 ans se laisse guider, en état de choc. Ses jambes tremblent, son visage est livide. « J'ai tué ma mère. » « Non. » Joachim le serre contre lui. « Tu n'as rien fait de mal. Tu as voulu protéger Camille. » Jean-Claude, toujours au sol après sa lutte avec Adrien, tente de ramper vers sa camionnette. Alphonse l'intercepte et le plaque brutalement contre terre. « Ah non, mon salaud, tu ne bouges plus. »« Lâchez-moi, je n'ai rien fait. » « Rien fait. Tentative de meurtre. » Complicité d'enlèvement, ça va faire un joli dossier. Camille, encore sous le choc, détache méthodiquement son harnais. Ses mains tremblent, mais elle reste debout, vivante. « Papa ?» Elle se tourne vers Joachim. Elle a dit, pour maman, que ce n'était pas un accident. Joachim ferme les yeux. Encaissant cette dernière révélation, Caroline n'avait pas seulement détruit leur famille une fois, mais 2 fois. D'abord en enlevant Pauline, puis en assassinant Irène. « Je sais, ma chérie, je sais. » 15 minutes plus tard, les gendarmes arrivent en trombe, sirènes hurlantes, le capitaine Moreau, cinquantaine bedonnante et moustache poivre et sel, prend immédiatement les choses en main. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Joachim explique la situation en quelques phrases concises. Le kidnapping de 2004, la fausse identité de Caroline, le piège tendu à Camille. Et cette femme, Caroline Béraud, elle est tombée, accidentellement, précise Adrien d'une voix brisée, en essayant de faire tomber ma sœur. Le capitaine note, sœur, sans ciller. Les liens familiaux complexes ne l'étonnent plus après 30 ans de carrière. Nous allons avoir besoin de vos témoignages détaillés. Et vous? Il désigne Jean-Claude Menotté. Vous avez intérêt à coopérer. 1 heure plus tard, gendarmerie d'Étretat. Les témoignages se recoupent parfaitement. Jean-Claude, face à l'évidence, finit par craquer et avoue tout, l'enlèvement de 2004, les années de chantage sur Raymonde, le plan pour éliminer Camille. Caroline était obsédée, dit-il au capitaine Moreau. Elle ne supportait pas l'idée de perdre sa position sociale quand elle a compris que la gosse était revenue. Vous auriez vraiment tué cette jeune femme? Jean-Claude baisse la tête. Caroline était ma sœur, ma petite sœur. Je faisais tout ce qu'elle demandait depuis qu'on était gosses. Salle d'attente de la gendarmerie Joachim, Camille et Adrien sont assis côte à côte sur des chaises en plastique. Le père a passé un bras autour de chacun de ses enfants. « Papa ?» Adrien relève la tête, les yeux rougis.
Je ne savais pas. Pour maman, je veux dire, je pensais qu'elle était normale. Elle était malade, mon fils, très malade. Mais j'ai vécu 15 ans avec une meurtrière. L'adolescent éclate en sanglots. Comment j'ai pu ne rien voir? Camille prend la main de son demi-frère. Parce qu'elle ne voulait pas que tu vois. Les manipulateurs sont experts pour cacher leur vraie nature. Tu ne m'en veux pas d'avoir eu une mère pareille? Adrien. Camille le regarde avec tendresse. Tu n'es pas responsable des actes de ta mère. Tu as risqué ta vie pour me sauver. Tu es mon frère et je suis fière de toi. Joachim observe cette complicité naissante entre ses enfants. Malgré l'horreur de la situation, quelque chose de beau émerge des décombres. Recherches en mer, les secours maritimes ratissent la base des falaises pendant des heures. Le corps de Caroline est retrouvé en fin d'après-midi, brisé sur les rochers, mort instantanée, confirme le médecin légiste. Elle n'a pas souffert. Joachim accueille cette nouvelle avec un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que la menace est définitivement écartée. Tristesse parce que cette femme fut malgré tout la mère d'Adrien. Retour à Lyon. Le soir, le voyage de retour se fait dans un silence pesant. Adrien sommeille contre la vitre. Épuisé émotionnellement, Camille conduit, Joachim à ses côtés. Comment on explique ça à Raymonde? Demande-t-elle. On lui dit la vérité, que vous êtes saine et sauve, que Caroline ne peut plus faire de mal à personne. Et ensuite, Joachim regarde défiler le paysage normand. Ensuite, on reconstruit. Une vraie famille cette fois. Mention Béraud. 22 heures en Raymonde les attend dans le salon, rongée d'inquiétude. Quand elle voit Camille entrer vivante, elle éclate en sanglots de soulagement. « Ma petite Pauline, j'ai eu si peur. »« C'est fini, Raymonde, » dit doucement Joachim. Caroline ne reviendra plus. La vieille gouvernante comprend immédiatement. 21 ans de terreur silencieuse s'évaporent d'un coup. Elle est morte, accidentellement, en essayant de tuer Camille. Raymonde s'effondre dans un fauteuil, comme si le poids de toutes ces années de secret s'évacuait de ses épaules. « J'aurais dû parler plus tôt. J'aurais dû vous dire la vérité. Vous avez sauvé ma fille ?» dit Joachim. 2 fois. Une fois en 2004. Une fois aujourd'hui en me révélant la vérité. Je ne vous en voudrais jamais. Chambre d'Adrien. Minuit. Adrien n'arrive pas à dormir. Il fixe le plafond. Hanté par les derniers mots de sa mère, par l'image de sa chute, on frappe doucement à sa porte. Camille entre, portant 2 mugs de chocolat chaud. Je me suis dit que tu avais peut-être besoin de compagnie. Elle s'assoit sur le bord du lit, lui tendant un mug. Camille, comment tu fais pour ne pas m'en vouloir? Ma mère a détruit ta vie. Tu es ta vraie mère. Adrien, écoute-moi bien. Sa voix est ferme mais douce. Ta mère était malade, mentalement malade. Toi, tu es son fils, mais tu n'es pas elle. Tu as prouvé aujourd'hui que tu as un cœur pur. Mais tous ces mensonges qu'elle m'a racontés sur toi, j'ai failli te détester. Mais tu ne l'as pas fait, au moment crucial. Tu as choisi la vérité, tu as choisi de me protéger. Adrien boit une gorgée de chocolat, réfléchissant. On va vraiment être une famille, toi, moi et papa. Si tu le veux, je le veux. Il sourit pour la première fois depuis le matin. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande sœur. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un petit frère. On va rattraper le temps perdu. Bureau de Joachim. 1h du matin. Joachim regarde par la fenêtre les lumières de Lyon, sa ville, où tout a commencé, où tout s'est brisé, où tout peut recommencer. Il sort de son tiroir une photo d'Irène et Pauline. Prise quelques jours avant la disparition, 2 visages souriants, insouciants, qui ignorent encore le drame qui les attend. Irène, murmure-t-il, notre fille est revenue. Elle est forte, intelligente, belle comme toi. Tu serais si fière. Il pose la photo à côté du rapport ADN, preuve scientifique et souvenir d'amour. Le passé et le présent réconciliés, Camille apparaît dans l'embrasure, en peignoir. Tu n'arrives pas à dormir non plus. Trop d'émotions, trop de changements. Elle s'approche, découvre la photo. C'est nous, avant. Oui, tu avais 4 ans, c'était un dimanche. On était allés au parc. Tu adorais nourrir les canards. Camille prend délicatement la photo. Son passé, enfin rendu tangible. Je me souviens des canards. Il y en avait un blanc qui me faisait peur. Marcel, rit Joachim. Tu l'avais surnommé Marcel parce qu'il était gros et grincheux. Ce souvenir partagé les émut tous les deux. Première pierre d'un pont, jeté par-dessus 21 ans de séparation.
Papa, merci de ne jamais avoir abandonné. Merci d'être revenu, ma petite fille. Ils restent là, père et fille réunis, regardant ensemble cette photo qui symbolise tout ce qu'ils ont perdu et tout ce qu'ils vont retrouver. Dehors, Lyon s'endort paisiblement, pour la première fois depuis 2004. La famille Béraud est enfin complète. 6 mois plus tard, Lyon, printemps 2025. Le soleil matinal filtre à travers les rideaux de lin blanc du bureau de Joachim, transformé depuis en atelier photo pour Camille. Les murs autrefois austères sont maintenant couverts de tirages noirs et blancs. Portraits d'enfants retrouvés, familles réunies, sourires renaissants. Camille, désormais connue professionnellement sous le nom de Pauline Camille Dupuis-Béraud, ajuste l'éclairage pour sa prochaine séance photo. À 26 ans, elle a trouvé un équilibre parfait entre son identité d'orpheline forgée par l'adversité et celle de fille Béraud retrouvée. Pauline, Adrien passe la tête par l'embrasure. À 16 ans, il a grandi, mûri. Les événements d'Étretat ont fait de lui un jeune homme réfléchi, plus profond qu'avant. Oui, petit frère, papa veut te voir dans le salon. Il y a quelqu'un avec lui. Salon principal de la mansion Joachim se tient debout près de la baie vitrée. En grande conversation avec une femme élégante d'une 40aine d'années, cheveux châtains, tailleur marine, regard intelligent, Pauline, je te présente maître Sophie Rousseau, avocate spécialisée dans les affaires familiales. La femme se lève avec un sourire chaleureux. Mademoiselle Béraud, je suis honorée de vous rencontrer. Votre histoire a fait beaucoup de bruit dans nos milieux professionnels. En bien, j'espère, sourit Camille en s'installant. Très bien, c'est justement pour cela que je suis ici. Maître Rousseau ouvre sa mallette et en sort plusieurs dossiers. Votre père et moi avons discuté d'un projet qui pourrait donner un sens encore plus grand à votre histoire. Joachim prend la parole. Nous voulons créer une fondation en mémoire de ta mère, Irène. Une fondation, le Centre d'espoir Irène Pelletier, explique l'avocate, une institution destinée à aider les familles d'enfants disparus, soutien psychologique, aide aux recherches, accompagnement juridique. Camille sent son cœur s'emballer. Vous voulez dire aider d'autres familles comme la nôtre? Exactement. Joachim s'assoit à côté de sa fille. Ton histoire prouve que l'impossible peut arriver, que l'espoir doit toujours exister. Nous avons déjà des promesses de financement, ajoute Maître Rousseau. Plusieurs entreprises lyonnaises, des personnalités publiques. Votre témoignage a touché beaucoup de monde. Flashback, le procès de Jean-Claude 3 mois plus tôt, palais de justice de Lyon. La salle d'audience était bondée. Journalistes, familles de disparus. Curieux attirés par cette affaire qui avait défrayé la chronique, Jean-Claude Mercier, cheveux gris et regard fuyant, écoutait l'acte d'accusation, enlèvement, séquestration, complicité de meurtre sur la personne d'Irène Pelletier. Camille s'était levée à la barre pour témoigner. Sa voix, claire et ferme, avait résonné dans le silence religieux. « Monsieur le Président, je ne ressens pas de haine envers cet homme. Il était l'instrument d'une femme malade. Mais j'aimerais que ma histoire serve d'exemple. Qu'elle donne de l'espoir aux familles qui cherchent encore. » Le procureur avait requis 15 ans de prison. La défense avait plaidé les circonstances atténuantes. La manipulation psychologique exercée par Caroline, verdict, 12 ans de prison ferme. Jean-Claude avait regardé Camille une dernière fois avant d'être emmenée. Dans ses yeux, elle avait lu quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Retour au présent. « J'accepte », dit Camille sans hésiter. « Quand pouvons-nous commencer ? L'inauguration est prévue dans un mois, sourit Joachim. Le 14 mars. La date symbolique n'échappe à personne. 21 ans jour pour jour après la disparition de Pauline. Orphelinat Sainte-Thérèse. L'après-midi, Camille pousse la grille familière de son ancien foyer. Sœur Marthe l'attend dans le jardin. Plus fragile à 81 ans, mais toujours ce sourire bienveillant. Ma petite Camille, ou devrais-je dire Pauline. Camille restera toujours mon nom de cœur. C'est vous qui me l'avez donné. Elles marchent ensemble vers le banc, où Camille venait s'asseoir enfant quand les souvenirs la tourmentaient. « Vous saviez, n'est-ce pas, demande Camille, cette dame qui venait me voir, Raymonde, vous saviez qu'elle mentait. » Sœur Marthe soupire. « J'avais des soupçons, mais cette femme vous aimait sincèrement et vous aviez besoin de cet amour. Vous avez eu raison. J'ai une surprise pour vous. » La religieuse l'emmène vers son bureau et ouvre un tiroir secret. Elle en sort un carnet relié de cuir rouge. « Votre journal, celui que vous teniez quand vous avez recommencé à parler. »
Camille prend le carnet avec émotion. Sur la couverture, son nom écrit de sa main d'enfant de 6 ans, Camille. Elle l'ouvre et lit la première page. Aujourd'hui, j'ai rêvé d'un monsieur avec des yeux bleus. Il me chantait une chanson sur une fontaine. Sœur Marthe dit que c'est peut-être mon papa d'avant. J'aimerais qu'il vienne me chercher. Les larmes coulent sur ses joues. Cette petite fille de 6 ans qui espérait encore, qui gardait foi malgré tout. Gardez-le, dit sœur Marthe. C'est votre histoire, toute votre histoire. Mention Béraud. Dîner de famille, Raymonde a préparé le plat préféré d'Irène. Bœuf bourguignon aux petits légumes. À 69 ans, elle a retrouvé une sérénité qu'elle avait perdue depuis 2004. Raymonde, dit Joachim en levant son verre, je voudrais porter un toast à la femme qui a sauvé ma fille. 2 fois. Monsieur Joachim, sans vous, Pauline serait morte en 2004, sans votre confession. Nous ne l'aurions jamais retrouvée. Vous êtes un membre de cette famille, au même titre que nous tous. Adrien se lève. À Raymonde, notre grand-mère de cœur. La vieille gouvernante pleure de bonheur. Pour la première fois depuis des décennies, elle se sent libérée du poids de ses secrets. Bureau de Joachim. Plus tard dans la soirée, père et fille examinent les plans du futur centre d'espoir. Un bâtiment moderne en verre et acier, avec des espaces d'accueil chaleureux, des bureaux pour les enquêteurs, des salles de soutien psychologique. Tu crois qu'on peut vraiment aider ? Demande Camille. J'en suis certain. Regarde-nous. Il y a 6 mois, j'étais un homme brisé qui cherchait sa fille depuis 21 ans. Aujourd'hui, nous sommes là, ensemble, transformant notre douleur en espoir pour d'autres. Camille observe la photo d'Irène, désormais encadrée sur le bureau. Elle serait fière. Elle serait fière de la femme que tu es devenue, artiste comme elle, mais avec une force qu'elle n'a jamais eue. Cette force, c'est l'orphelinat qui me l'a donnée, les 21 ans de survie. Non, dit doucement Joachim. Cette force, elle était déjà en toi à 4 ans. C'est elle qui t'a permis de survivre à l'enlèvement, au traumatisme, à la solitude. Tu es la synthèse parfaite d'Irène et de moi. Et 14 mars 2025, inauguration du Centre d'Espoir. Irène Pelletier. Une foule émue s'est rassemblée devant le bâtiment flambant neuf. Familles d'enfants disparus, autorités locales, journalistes, simples citoyens touchés par l'histoire des Béraud. Joachim prend la parole en premier. Ce centre naît d'une tragédie, mais il représente l'espoir. L'espoir que l'amour triomphe toujours, que les familles séparées peuvent se retrouver. Puis Camille s'avance vers le micro, dans la foule. Elle aperçoit sœur Marthe, Alphonse Giroux, d'anciens compagnons de l'orphelinat venus la soutenir. Il y a exactement 21 ans, une petite fille de 4 ans disparaissait de ce parc. Elle désigne le parc de la Tête d'Or visible au loin. Cette petite fille, c'était moi. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme une victime, mais comme une survivante qui veut transformer sa douleur en force pour d'autres. Sa voix porte. Claire et déterminée, ce centre portera le nom d'Irène Pelletier, ma mère, décédée de chagrin après ma disparition, mais il incarnera l'espoir que chaque enfant disparu peut rentrer chez lui, que chaque famille brisée peut se reconstruire. Elle coupe le ruban inaugural aux côtés de Joachim et Adrien. Les photographes immortalisent ce moment où 3 générations se tiennent unies. Épilogue. 1 an plus tard, Camille développe ses dernières photos dans son laboratoire, sur les tirages, des sourires retrouvés, des embrassades de retrouvailles, des familles réunies grâce au centre d'espoir. En 1 an, ils ont aidé à résoudre 12 affaires d'enfants disparus, 12 miracles, 12 familles sauvées. Joachim entre, tenant à la main une lettre officielle. Pauline, le ministère veut te décorer, Ordre national du mérite, pour ton action en faveur des familles. Nous, papa, notre action. Elle accroche la dernière photo développée. Joachim, Adrien et elle devant le centre. Souriant, apaisé, la photo qui était tombée dans la cour du château, il y a 18 mois, trône désormais dans un cadre doré. À côté, des dizaines d'autres photos, leur nouvelle vie, leur famille reconstruite, leur bonheur retrouvé. Papa, tu sais ce qui me rend le plus heureuse. Dis-moi, ce n'est pas d'avoir retrouvé mon passé, c'est d'avoir construit notre futur. Par la fenêtre, le soleil couchant dore la ville de Lyon, leur ville où tout a commencé, où tout s'est brisé, où tout s'est finalement réparé. L'amour a vaincu la haine, la vérité a vaincu le mensonge, l'espoir a vaincu le désespoir.
Et la famille Béraud, enfin complète, regarde sereinement vers l'avenir.